Alors merci Bertrand pour cette invitation, merci pour ce colloque prestigieux. Je suis honoré de pouvoir y participer et j'interviens ici dans le cadre d'une réflexion de politique scientifique. Il y aura quelques éléments d'épistémologie, quelques éléments d'actualité, mais c'est vraiment en tant qu'expert de politique scientifique que je fais cette intervention, donc c'est engagé. Alors, je vous invite à réfléchir sur la genèse et le développement de l'écologie politique et je tenterai de proposer une alternative à cette forme de politique scientifique. Mais tout d'abord, un petit préambule. Donc, je vous ai mis quelques photos pour me présenter. Je suis parisien d'adoption, mais je suis un gars de la campagne à l'origine. Et là, je vous ai mis mon expérience avec la nature, donc mon verger en Lorraine, avec les ânes proposés, prêtés par l'agriculteur pour tondre le parc, une récolte de mirabelles prolixe, une récolte de pommes prolixe, mais pour autant je ne crois pas à la corne d'abondance, je n'idéalise pas la nature car je suis un mauvais agriculteur, je ne suis pas agriculteur du tout d'ailleurs. Et n'ayant pas taillé mes branches 2 années de suite, j'ai rien eu. Donc je sais qu'il faut travailler dur la terre et je ne me laisse pas compter de sornettes à ce sujet. Hélas, ce n'est pas ce genre de propos que l'on entend depuis que l'écologisme a établi son monopole sur le concept de nature. C'est plutôt ça. L'écologie politique est désormais la seule qui compte. Nous sommes envahis, nous subissons. Je ne commande pas cette slide, vous connaissez tout ça par cœur, j'imagine. Donc, fin du préambule, il est important de distinguer ces deux concepts. Donc, l'écologie scientifique, qui est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, et l'écologisme, qui est un courant de pensée, une idéologie ou une philosophie d'orientation politique ou parapolitique. Donc dans cet exposé, je ne parlerai que d'écologisme ou écologie politique. Je veux commencer par une petite immersion, tout d'abord pour bien se rendre de quoi il s'agit. Je vais brosser un tableau avec 5 nuances de vert. Ce titre est tiré d'un chapitre de mon prochain ouvrage à paraître et dont je vous reparlerai à la fin. Voici la première nuance. Vert de gris, les nazis et l'écologisme. Alors je sais, certains trouveront que c'est violent, d'autres diront que j'atteins un peu vite fait le point Godwin. Il ne s'agit pas pourtant de faire de réduction à Hitlerum. Juste de rappeler que Ernst Haeckel, dont il a été fait question tout à l'heure, est l'inventeur du mot écologie. Il a inspiré le parti nazi, même si c'est à titre post-mortem via son élève Schönichen. Il a également introduit le darwinisme social en Allemagne. Ensuite, il faut signaler qu'il y a une véritable attirance des nazis pour toutes les thématiques écologiques, notamment au travers de la théorie Boden, le sol et le sang. Et là, je vous ai mis une citation d'Adolf Hitler. L'homme ne doit jamais tomber dans l'erreur de croire qu'il est véritablement parvenu à la dignité de seigneur et maître de la nature. Des millions d'hommes ressassent sans réfléchir cette absurdité d'origine juive et finissent par s'imaginer qu'ils incarnent une sorte de victoire sur la nature. Il y a une petite erreur au montage, mais je vous ai mis une capture d'écran du livre de Philippe Simoneau, qui a écrit un excellent ouvrage sur le sujet, donc qui s'appelle « Le vert et le brun ». Malheureusement, Philippe est mort 1 mois après avoir fait paraître cet objet, ce livre, et n'a pas pu en faire la promotion. Deuxième nuance, vert soutane, l'écologisme et la religion. Cette nuance m'est inspirée par la lecture d'un essayiste belge qui s'appelle Les Intendants de Dieu, donc essayiste qui s'appelle Arnaud Blaret, qui est un peu iconoclaste. Arnaud Blaret voulait se renseigner sur l'origine du GIEC. Il est tombé sur le personnage de John Houghton, donc un des créateurs du GIEC, qui a fondé la John Ray Initiative et qui en fait œuvre en sous-cape pour unir religion, science et écologie. Donc j'ai mis la thématique ici, c'est celle de l'intendance.
Que nous soyons les intendants de la création implique la notion de responsabilité. D'abord vis-à-vis de Dieu, dont nous sommes les intendants, nous avons à veiller sur la terre, non comme il nous plaît, mais comme Dieu veut que nous le fassions. Ensuite, nous avons la responsabilité du reste de la création comme étant à la place de Dieu. Donc ce thème de l'intendance s'oppose bien évidemment à celui de la maîtrise qui était cher à Descartes et à tant d'autres. Troisième nuance, vert pastèque. Alors, vous connaissez tous vert à l'extérieur, rouge dedans. Cette nuance m'a été inspirée par la lecture de l'ouvrage de Philippe Nemo, donc « Qu'est-ce que l'Occident ?» Philippe Nemo ne parle pas vraiment d'écologisme dans cet ouvrage qui date de 2000, mais il évoque les piliers fondateurs de l'Occident, qui font l'Occident. En période après période, il commence avec la période gréco-romaine. Et donc, je vous donne 3 exemples. Donc, remise en cause de la rationalité, par exemple, créée à l'époque gréco-romaine. Donc, au hasard, Sandrine Rousseau qui déclare préférer les femmes qui jettent des sorts plutôt que les hommes qui conduisent des EPR, qui construisent des EPR, pardon. L'école a été inventée par les Grecs. Greta Thunberg s'est fait connaître en appelant la grève des cours une action symbolique forte. On peut prendre un 3e exemple. Au Moyen-Âge, les Dictatus Papae de Grégoire VII. À l'époque, il s'agit du Haut Moyen-Âge, donc on se débarrasse de la parousie avec cette volonté de transformer le monde. On sait que certains décroissants remettent en cause toute forme de solution technologique à cause de l'empreinte carbone ou de la biodiversité. C'est une manière comme une autre de dire que l'homme est damné dès le départ et donc qu'il ne peut rien entreprendre. Donc vert kaki, les ONG fantassins de l'écologisme. Bon là, je ne vais pas développer, hein. Il s'agit d'armées entières qui se lèvent pour combattre, imposer cette idéologie. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'agite-propre et d'actions symboliques. Dans le pire, de violence et de terrorisme. Vert dollar, c'est la plus insidieuse car elle se trouve partout et transforme nos vies. Donc là, je vous ai mis une photo de ces mères nature. C'est un clip que vous avez peut-être vu, qui est un clip d'Apple. Donc c'est Mère Nature qui rend visite au comité de direction d'Apple pour exiger de Tim Cook, le président d'Apple, qu'il utilise des ENR et qu'il réalise net zéro d'ici 2030. 2 notions un petit peu illusoires, mais Tim Cook va dire oui. Bon, pour net zéro, il y a plein de gens plus compétents que moi là-dessus pour développer, mais pour les ENR, on sait qu'il est impossible la loi de Kirchhoff fait qu'il est impossible de sourcer l'énergie, de savoir d'où provient l'énergie, savoir si elle vient d'ENR, de centrales à charbon ou de centrales hydrauliques. Alors, une même idéologie, comment on peut dire que toutes ces nuances forment une seule et même idéologie? Alors, il y a une réponse simple qui est de dire que ce n'est pas une idéologie, c'est une religion. Dans toutes les nuances, on retrouve des attitudes propres au phénomène religieux. Donc la croyance, le symbolisme, l'argument d'autorité, la révélation, le sacré. C'est la même thèse d'une nuance évoquée, c'est même la thèse d'une nuance évoquée, et l'auteur de Jurassic Park, dont on a parlé tout à l'heure, Michael Crichton, a donné une jolie définition pour filer l'analogie que je vous mets. Aujourd'hui, l'environnementalisme est l'une des religions les plus puissantes du monde occidental. Il semble être la religion de choix des athées urbains. Si vous regardez attentivement, vous voyez que l'environnementaliste est en fait une refonte parfaite des croyances et des mythes judéo-chrétiens traditionnels du XXIe siècle. Bon, malgré l'aspect séduisant de cette thèse, je la trouve plus qu'insatisfaisante. Pour moi, il s'agit d'une idéologie. L'écologisme a davantage à voir avec l'idéologie qu'avec la religion. Tout d'abord, la volonté de puissance. L'idéologue veut le pouvoir. Ce n'est pas forcément le cas des religieux, même si certains me diront qu'il y a des religions qui veulent absolument le pouvoir. Certaines autres se sont calmées depuis. Le militantisme. L'idéologue milite activement. On peut être baptisé et athée ou non pratiquant.
L'intolérance, l'idéologue est intolérant, il ne peut supporter une théorie concurrente, les religions peuvent coexister. Irrationalisme, l'idéologue se meut dans l'irrationalité, il ne change pas d'idée même si la réalité change. Le religieux cherche à donner du sens à la réalité. Enfin, l'idéologue est constructiviste, dirigiste, autoritariste. Mais, à mon avis, ce qui définit le mieux l'idéologie, c'est que c'est une pseudo-théorie. Et là, je vous mettrai une définition d'un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est le philosophe Raymond Ruyet. Donc, c'est un extrait des Nuisances idéologiques. L'idéologie est une arme qui se donne comme une théorie. Plus elle a l'apparence d'une théorie authentique, meilleure elle est comme arme. Aussi, on est porté à appeler idéologie l'idée de l'adversaire. Le marxisme est une philosophie et même une science pour ses adeptes, une idéologie pour ses adversaires. Alors, les adversaires des nuances de vert, donc vert de gris, la barbarie contre l'humanisme, vert soutane, l'intendance contre la maîtrise, vert pastèque, la décroissance contre le progrès, vert kaki, la désobéissance civile contre la démocratie, vert de l'art, le constructivisme contre l'économie de marché. Si on prend nos 5 nuances, on voit bien que l'écologisme n'existe que pour s'opposer. Si on a bien défini la nature idéologique de l'écologisme, cela ne nous dit toujours pas la raison profonde qui font que toutes ces nuances disparates ont une racine identique. Voici donc ma thèse. L'idéologisme, pour moi, représente une OPA sur la nature. Depuis la Renaissance, l'humanité utilise la science prométhéenne pour s'adapter en changeant son environnement. On pense à Galilée et son « La nature » est un livre écrit en langage mathématique. Donc l'écologisme s'en prend à ce mouvement de transformation et tente de reprendre et s'approprier le concept de nature. En ce sens, c'est une première tentative de politique scientifique qui a voulu détourner la science de son objectif. Et ça, à cause d'un déficit de politique scientifique. Il n'y avait pas vraiment de politique du progrès qu'on subissait. En ce sens, c'est la première tentative de politique scientifique. Comment fait-il? En freinant la science et la technologie, puis en les empêchant, voire en les détournant de leur destination. Mais on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Je voudrais maintenant entrer dans des considérations un peu techniques et aborder une étude de cas. Donc, comment démasquer l'idéologie? Je vais revenir sur des travaux un petit peu anciens. Donc là, je vous ai mis mon ouvrage « La querelle des OGM » et puis un article que j'avais publié dans Le Monde quand on pouvait encore s'y exprimer en 2007. Les OGM, querelle idéologique. Voilà, c'était M. Kempf qui était à l'époque directeur de publication, je crois. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, je vais revenir un petit peu sur ma thèse. Jeune thésard, j'étais dans l'expectative. Je ne savais pas qui croire, de quel côté pencher, entre les anti et les pro-OGM qui s'insultaient mutuellement. Je m'interrogeais. Je lisais beaucoup d'articles traitant des biotechniciens, d'apprentis sorciers. Et une expérience a changé ma vision des choses. La voici. Je l'appelle l'épisode de la tomate tigrée. Un jour, je suis tombé sur un article de presse quotidienne régionale qui louait un jardinier amateur qui a réussi à sélectionner une tomate tigrée sur son balcon. Donc il passait pour un véritable héros. Et je me suis posé la question, mais comment les journalistes auraient traité le sujet s'il avait s'agi d'un agro-industriel, pour ne pas le nommer, disons Monsanto, qui sorte une tomate tigrée de son laboratoire? Le traitement médiatique aurait été complètement différent. Effrayant, des apprentis sorciers jouent avec le vivant en sélectionnant une tomate tigrée. Monsanto sort ses griffes, pourquoi pas? Je me suis donc interrogé. Et j'ai trouvé... j'ai lu beaucoup sur le sujet pour soutenir ma thèse, et j'ai mis au jour le paralogisme des anti-OGM.
une théorie alternative à la science. On a dit tout à l'heure que le propre de l'idéologie, c'était de créer une vision alternative à la science. Voilà, la méthode scientifique, pour être plus précis, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Donc ceci fait suite au débat sur le principe d'équivalence en substance et le fait de savoir si les OGM sont équivalents aux semences issues de la sélection classique. La différence fondamentale portant sur le fait que la transgénèse pratique un transfert horizontal de l'information génétique, alors que la reproduction sexuée relève uniquement du transfert vertical. Donc les anti-OGM vont en faire une différence absolue entre les plantes génétiquement modifiées et les autres plantes. D'où le paralogisme des anti-OGM que je vous présente. Tous les êtres naturels sont bons. C'est faux, non, il y a des poisons. Les OGM ne sont pas des êtres naturels. C'est faux également. À l'état sauvage, on trouve du tabac, par exemple, qui possède du matériel génétiquement modifié issu de la transgénèse, enfin, non issu de laboratoire. Les OGM ne sont pas bons. C'est faux, il faut raisonner au cas par cas. On voit au travers de cet exemple comment l'idéologie construit une thèse alternative pour expliquer la réalité et se trompe sur toutes les déductions qu'elle en tire. 25 ans plus tard, donc idéologie, réalité, les OGM sont dangereux pour la santé. En 2016, 3 académies américaines ont publié un rapport de 600 pages. Les plantes biotech ne présentent pas plus de toxicité et d'écotoxicité ou de risques environnementaux que les plantes conventionnelles. Donc en 25 ans, pas un seul rhume provoqué. N'investissez pas dans les biotech. Ça, c'était Greenpeace à l'époque, au début des années 2000, qui publiait des plaquettes pour faire passer des messages aux investisseurs. Aujourd'hui, on compte, alors c'est en 2023, je crois, 220 milliards d'hectares et 30 pays qui cultivent des OGM. Menaces environnementales et humanitaires. Alors 17,3% d'intrants en moins, 183 millions d'hectares économisés, 39 milliards de kilos d'émissions de CO2 en moins, 90% et 90% de petits agriculteurs cultivent des OGM. Autre affirmation de l'idéologie, la transgénèse végétale viole la barrière des espèces. La transgénèse a évolué. Grâce à CRISPR-Cas9, il est possible de modifier le vivant sans avoir recours à un patrimoine génétique différent. Autre affirmation de l'idéologie, c'était mieux avant. Et en fait, seule l'agriculture moderne a permis de combattre les famines. Je vous mets une citation de Václav Smil qui est tirée de son bouquin sur l'histoire des énergies et de la civilisation. Indépendamment de la période historique, du contexte environnemental ou mode de culture d'intensification, aucune agriculture traditionnelle n'a pu produire de manière constante suffisamment de nourriture pour éliminer la malnutrition extensive. Alors, comment on en est arrivé? Comment tout cela s'est disséminé? Maintenant, on entre dans un double changement de paradigme. Cette étude de cas a montré les ravages de l'idéologie. Je voudrais généraliser, essayer de vous montrer comment l'écologisme a poursuivi son travail de sape. Alors, premier changement de paradigme, la science des ingénieurs critiquée. C'est la thèse de mon ouvrage « Greta a tué Einstein ». Alors, d'où vient ce titre? Certains pensent que c'est un livre anti-Greta, mais pas du tout. Aussi une petite animation pour le prouver. L'idée m'est venue tout simplement, voilà, Greta Thunberg était personnage de l'année en 2019. Et je me suis rappelé d'une couverture de Time Magazine où Einstein était personnage du siècle en 1999. Donc il y a 20 ans qui les séparent. On peut dire qu'il y a un changement de paradigme. Alors, dans ce livre, je montre comment les 4 totems de la science prométhéenne sont devenus tabous. Donc, premier totem, il est devenu tabou de modifier le génome.
Il est devenu tabou de fissionner l'atome. Il est tabou de diffuser des ondes. Il est tabou de manipuler des molécules. Alors, comment ça s'est fait tout ça? J'ai identifié 2 techniques essentielles. Donc, l'agite-propre, faire des campagnes pour rendre visible un danger invisible. Par exemple, là, je vous ai mis la couverture de Libération, alerte au soja fou. Donc, il n'y a aucune crise. Il y a juste les militants de Greenpeace qui se sont enchaînés dans le port d'Anvers en 96 pour signaler l'arrivée du premier cargo de soja OGM en provenance des États-Unis. Je vous ai mis le syndrome chinois. Donc, c'est un film avec Jane Fonda qui est sorti hasard du calendrier 1 semaine avant l'accident de 3 Mile Island. Et le syndrome chinois raconte l'histoire d'une centrale nucléaire dont le cœur fond et traverse la croûte terrestre, je crois, pour arriver jusqu'en Chine. Il me semble que c'est l'histoire. Donc, je passe sur l'antenne relais, on n'a pas le temps. Oula, je suis à la bourre. Deuxième technique, poser une question non scientifique aux scientifiques. Ça, c'est le risque zéro, c'est l'application absolutiste du principe de précaution. Par exemple, exiger toujours plus de procédures de sécurité pour l'enfouissement des déchets. Je vous ai mis le schéma du laboratoire de Landrin. Je vous ai mis également un électrosensible. Vous pouvez expliquer à un électrosensible que l'antenne téléphonique n'est pas allumée, il ne vous croira pas, il est persuadé que c'est cette antenne qui est responsable de son mal de crâne. Voilà. En parallèle de la décrédibilisation de la science prométhéenne, l'écologisme a fait monter une notion alternative que j'ai appelée le Made in Nature. Donc c'est un label que j'ai forgé en quelque sorte, qui résume tous les épithètes éco, bio, durable, responsable, recyclable, vert. Il y a en quelque sorte une manière de rendre le surnaturel le naturel, nous faire croire que nous sommes en direct de la nature sans l'intervention de l'homme. Il y a toujours cette idée en fond de sauce. Et c'est bien, mais le problème, c'est que ça donne l'habeas corpus à certaines solutions en créant l'illusion que parce qu'elles sont naturelles, elles n'auraient pas d'externalité négative. Donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vous ai mis 3 solutions made in nature. Si on prend le véhicule électrique, par exemple, on sait qu'il est propre seulement si la source d'énergie utilisée est propre, c'est-à-dire ne vient pas d'une centrale à charbon. Le bio, on oublie souvent qu'il y a 400 intrants dans le cahier des charges, dont la bouillie bordelaise, par exemple. On découvre donc au fur et à mesure les externalités négatives. Deuxième aléa, la transition verte est le cheval de Troie de la décroissance. En effet, il n'y aura pas de véhicule électrique pour tout le monde. Le bio a des rendements 30% moindres à surface égale. Alors, on voit que quand l'idéologie commande à la science, les conséquences sont terribles. Donc, je vous ai mis l'affaire Lysenko, le Sri Lanka, les blackouts en France. Vous connaissez l'affaire Lysenko. Donc, Lysenko était un scientifique qui ne supportait pas la génétique. Et Staline lui a donné toute sa confiance. Le résultat, ça a été Holodomor, 8 millions de morts en Ukraine, une des plus grandes famines du XXe siècle. Alors, j'aborde maintenant le deuxième changement de paradigme. Donc, pourquoi Greta a ressuscité Einstein? Parce que Greta, après s'être fait connaître par une grève scolaire, est allée devant l'ONU pour dire il faut écouter la science. Donc c'était une attitude complètement différente. Mais si on vient de voir que la science prométhéenne, c'est-à-dire la science qui sert à modifier le vivant, avait été sacrifiée sur l'autel de l'écologisme, quelle est cette science que Greta veut promouvoir de nouveau? Alors c'est la science des politiques, c'est la science des apprentis dictateurs, donc c'est la science a dit. Donc j'ai imaginé pour cela 5 régimes fictifs.
pour chacun d'entre eux, il s'agit de privilégier la science des législateurs et s'appuyer sur celle-ci pour établir des lois. Par exemple, on va dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut que chaque individu vive dans 19 mètres carrés, au lieu de dire il faut plus de SMR, plus de centrales nucléaires, etc. Donc, dans Greta a ressuscité Einstein, j'imagine 5 régimes où on a affaire à de la politique et non pas de la science. Donc la climatocratie, la covidocratie, la biodiversitocratie, la collapsocratie et l'algorithmocratie. Donc on n'a pas le temps de développer, mais je vous invite à lire le bouquin. C'est un peu du teasing. Et puis, pour ces 5 régimes, il y a 5 sophismes en face. Donc, c'est des sophismes, en fait, que j'ai identifiés qui permettent de transformer la science de récupérer la science, en quelque sorte. Donc, le consensus et la censure, la moralisation du débat, la démesure, les biais de l'expérience, et puis le réductionnisme. Donc là, c'est un petit peu d'épistémologie, mais c'est léger. Hein. Franchement, c'est abordable. Donc je vous mets un exemple, le sophisme numéro 1, qui consiste à dire que la science s'établit sur un consensus et qu'en conséquence, il faut censurer les contradicteurs. Alors je ne souhaite pas discuter la valeur de vérité du réchauffement climatique, ça a été fait ce matin. Moi, je ne suis pas compétent, j'ai une formation en épistémologie, je ne suis pas climatologue, hein, donc... simplement, l'idée de consensus est un argument. Je ne crois pas que l'idée de consensus soit un argument pour valider une thèse scientifique. On sait depuis Popper que c'est la falsifiabilité d'une thèse qui fait sa scientificité et les controverses scientifiques sont constitutives de la démarche scientifique. Donc est-ce normal qu'un fact-checker de Facebook ait jugé bon de censurer Björn Lomborg, un scientifique suédois remarquable, parce qu'il a osé affirmer, en s'appuyant sur une étude de Lancet, que le réchauffement climatique sauvait des vies. Alors, le détail de cette histoire, c'est que oui, le réchauffement climatique cause plus de morts, de chaleur, mais moins de morts du froid. Donc le solde est positif. Et à cause de ça, il a été censuré de Facebook. Donc ça rentre dans le cadre d'un sophisme, récupérer un consensus et censure des contradicteurs. Donc le climatocrate ne tolère pas les discours qui contreviennent aux discours catastrophistes. Alors pour discuter un petit peu, j'ai mis quelques personnages, des experts qui admettent le réchauffement climatique, mais en discutent les causes et les implications. Donc vous aurez reconnu Kounin, Lomborg et Václav Smil. Donc je ne m'étends pas là-dessus, je n'ai pas le temps. Donc, pour conclure cette partie sur les 2 changements de paradigme, on arrive à une dichotomie entre la science des ingénieurs, d'une part, et la science des législateurs, d'autre part. Donc, la science des ingénieurs, vous avez vu cette image extraordinaire de SpaceX, donc avec les bras Mekazila qui rattrapent au vol donc Starship, la fusée d'Elon Musk. Donc ça se passe aux États-Unis, et puis en Europe, on a le bouchon solidaire. Mais pourquoi c'est sans doute pas sans raison, puisque nous sommes de formidables inventeurs de catastrophistes. L'Allemagne a donné Hans Jonas, Madame Delsol en a parlé ce matin, concepteur de l'heuristique de la peur. En Italie, s'est réuni le Club de Rome, à l'origine du rapport Meadow, de l'arrêt sur la croissance. La France est le premier pays à avoir instauré le principe de précaution dans la Constitution. Puis je crois qu'on a inventé la collapsologie également. La Suède a Greta Thunberg, qui veut qu'on ait peur. Et l'Angleterre a le groupe Extinction Rebellion, dont le gars qui a créé ça fait de la prison, je crois. Il veut tuer les... Je ne sais plus qui, mais bon, bref.
Rien d'étonnant donc à ce qu'un peuple apeuré crée des lois en pagaille pour se protéger. Alors, que faire? Quelle politique scientifique pour en finir avec l'écologisme? Comme il nous reste peu de temps, je voudrais réfléchir avec vous désormais sur une possible alternative pour sortir de l'écologisme. Alors, je vous ai mis la couverture, il va bientôt sortir, hein, mais il en a impression. De Gaïa à l'IA pour une science libérée de l'écologisme. Donc, avant de définir ce que pourrait être... dans cet ouvrage, je cherche à définir une bonne politique scientifique. Et je réfléchis avant à ce que pourrait être une mauvaise politique, voire pire, une très mauvaise politique au travers de deux dystopies antagonistes. J'imagine une collapsocratie, donc, régime dans lequel les écologistes décroissants auraient tous les pouvoirs, et une algorithmocratie, régime dans lequel on aurait laissé les clés au, attention le mot, transhumanisme post-humaniste. Ça vous parle? Ouais. Je montre entre autres que, bien qu'opposées, ces solutions ne sont pas favorables à l'adaptation de l'humanité et pourraient bien mener à sa disparition. Oui, comme vous savez, les écologistes les plus extrêmes en appellent à la disparition de l'humanité qu'ils considèrent comme un cancer pour la planète. Quant aux transhumanistes post-humanistes, ils attendent la singularité avec dévotion, imaginent qu'un jour la fusion de l'homme avec la machine aura lieu, donc également disparition de l'espèce humaine. Comment faire pour trouver le juste milieu entre ces deux chemins qui font peur? Quel usage de la science? Donc après avoir dressé ces deux tableaux, je réfléchis sur les deux questions laissées en suspens. Doit-on abandonner la science des ingénieurs comme nous invite à le faire l'écologisme? Donc limite de la science des ingénieurs. Comme on l'a vu avec les biotechnologies végétales, elle finit toujours par... on peut essayer de l'interdire, mais elle finira toujours par revenir d'une manière ou d'une autre, dans le temps ou dans l'espace. Je montre également que la science des ingénieurs n'est pas opposée à la nature. Il y en a qui veulent... On a parlé de marxisme également ce matin, mais il y en a qui jouent d'une lutte des classes homme-nature. En fait, les scientifiques, le plus souvent, copient la nature. Il n'y a pas d'opposition homme-nature, ce que je montre. Et la science des ingénieurs ne se développe pas de manière anarchique. Je liste une dizaine de règles pour démontrer que c'est le cas. Alors, quelles limites maintenant pour la science des législateurs? J'ai posé 3 questions fondamentales. Vous savez qu'il y en a qui voudraient nous empêcher de faire des vols, limiter notre nombre de vols à 4 par vie. Donc 3 questions fondamentales. Il faut répondre à ces questions. Hein. Une question épistémologique. Peut-on s'appuyer sur des modélisations scientifiques pour créer des lois qui régulent nos libertés individuelles? On utilise le principe de précaution pour les biotechnologies, pour le nucléaire, mais on n'utilise pas le principe de précaution pour la climatologie et ceux qui voudraient faire de l'ingénierie sociale avec. C'est étonnant. Question utilitariste. Est-on bien certain de l'efficacité des mesures sacrificielles et des privations de liberté? Question philosophique. L'humanité est-elle faite pour se laisser dompter? Peut-on être contrôlé par une causa ergo? C'est une cause tierce qui dit vous ne devez pas faire ça à cause du climat, à cause de l'effondrement de la biodiversité, votre vie doit changer, vous êtes plus libre à cause de l'érosion des ressources. Donc, en répondant à ces 3 questions, je démontre que la science des législateurs ne peut empiéter sur nos libertés individuelles ou sur notre droit de propriété ou sur notre principe de subsidiarité. Pour le droit de propriété, je prends l'exemple de Philippe Descola, justement, et vous verrez ça.
Et voici mon principe fondamental. Dans la dernière partie, c'est une forme de manifeste pour une politique scientifique. Donc le critère ultime est la libre responsabilité. Pour moi, ce critère permet d'échapper au débat sans fin entre écologisme contre technoprophétisme. La bonne question à se poser est celle de quelle politique scientifique pour optimiser notre libre responsabilité. La liberté, échapper au déterminisme naturel et technologique. La responsabilité, assurer une adaptation vertueuse à notre environnement pour la société dans son ensemble. Alors tout ça est très abstrait, vous allez me dire, mais voilà concrètement ce que ça devient. Grâce à ce critère, j'invite à une remise à plat des débats scientifiques. Donc liberté, responsabilité. Donc si j'essaye d'optimiser quelle source d'énergie optimise notre libre responsabilité, je pose là le nucléaire par exemple. Et dans la case liberté, je dis que c'est une énergie pilotable, abondante et bon marché, qui nous donne l'indépendance énergétique, la souveraineté économique, davantage de pouvoir et de savoir pour le bien-être de l'humanité et la protection de l'environnement. Pour la responsabilité, c'est décarboné, empreinte environnementale réduite, accidentologie spectaculaire mais faible, enfouissement ou recyclage des décès. Se pose la question du risque de surpopulation. On n'a pas le temps de développer, mais je le développe dans l'ouvrage. Éolien, faible investissement a priori, mais énergie non pilotable, qui nécessite des énergies pilotables en backup. Donc là, on régresse au niveau de la liberté. A priori décarboné, sachant qu'il faut des centrales, parfois rallumer des centrales à charbon. Donc au niveau de la responsabilité, on est moins bon. On nous objectera qu'il s'agit des mêmes arguments, mais n'avons pas retrouvé notre pouvoir de décision. On s'est débarrassé du « c'est bon pour la nature » ou « on n'arrête pas le progrès ». Et jamais un politique n'a fait campagne en disant « je vais optimiser votre libre responsabilité grâce au choix d'une bonne politique scientifique ». Ce critère permet également de distinguer la politique scientifique de la récupération politique de la science. Par exemple, un bon politique scientifique encourage les controverses sur le fait de savoir s'il faut développer des politiques de mitigation ou d'adaptation, contrairement à celui qui va faire une récupération politique de la science et qui voudra imposer un discours catastrophiste et la décroissance. Je crois qu'on arrive vers la fin, là, donc... Quelques principes fondamentaux qui découlent de la politique scientifique. Donc, voilà des titres de chapitres. Planification productive contre planification destructrice. Liberté d'expression et communication scientifique arbitrée entre controverses et polémiques. Grossologie, ne jamais céder aux sirènes de la décroissance. Anti-algorithmocrate, résister à l'asservissement digital. Et un truc qui rejoint un dernier chapitre, un dernier principe qui rejoint beaucoup ce que dit Bertrand, abandonner l'écologisme pour l'esthétique, la spiritualité et la métaphysique de l'environnement. Et en conclusion, je rappelle que cette politique scientifique, cette bonne politique scientifique est à la portée de tout le monde. Il suffit de faire de l'introspection, s'informer et passer à l'action.